Donc, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Adel Sahi et on est là ce soir pour faire une révision des normes ISO 27001, 27002 et 27005 avec Madame Rizlan Oussouk, consultante cybersécurité et risk manager chez OG Security Business Consulting, Monsieur Jamel Saad, expert en sécurité informatique et directeur des opérations cybersécurité et d'intelligence économique, et Monsieur Jean-Luc Allard, expert en cybersécurité et l'un des représentants de l'État belge du comité ISO. Il s'implique également profondément dans la normalisation dans la série ISO IEC 27005, 27014 aussi. Donc, tout d'abord, qui est OG Security Business Consulting? Nous sommes un cabinet de conseil et d'audit en cybersécurité. On propose plusieurs services, donc des services de la gestion des infrastructures de sécurité de l'information, des services de protection et d'intelligence économique. Nous délivrons également des formations en cybersécurité et la préparation aux formations certifiantes. Nous sommes également accrédités par EXIN International et par PECB. Donc, parmi nos partenaires, on peut citer Orange Cyberdéfense, l'Université Paris-Saclay. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Non, non. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, je m'excuse. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal Je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, qu'on vous enverra demain les codes d'accès gratuits à la formation que vous avez sélectionnée en remplissant le formulaire et vous serez amené à l'activer au plus tard d'ici 3 jours avant son expiration. Donc, sans attendre davantage, on entame notre discussion et je cède la parole à Madame Rizlan Oussouk. Tu peux m'activer le partage, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, comme ça, je vais activer le partage. Je vais partager avec vous le dossier, le fichier PowerPoint. Et bien sûr, par la suite, le fichier PowerPoint sera envoyé aux personnes qui le souhaitent. Donc, voilà, là, je partage avec vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui, c'est visible. Impeccable, Oui. très bien. Ben, je veux laisser la main à Madame Oussouk et puis je prends la main et puis on laisse Monsieur Jean-Luc aller loin dans tous les détails des mises à jour des normes 27000. Allez, go. Bonsoir à vous tous. Donc, bienvenue à ce webinaire. Comme vous savez très bien, maintenant, on a constaté une interconnectivité entre les systèmes d'information. On a des objets connectés. Donc, il y avait des changements dans le paradigme. Si vous pouvez, Monsieur Jamal, passer à la présentation. Donc, ce changement du paradigme, bien évidemment, a diversifié les modes opératoires. Donc, en même temps, on a touché plus à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Donc, heureusement que les normes partagent cette caractéristique. Bien sûr, ils se mettent à jour au fur et à mesure pour qu'on puisse couvrir les risques au fur et à mesure. Très bien. Donc là, on va voir ensemble une petite présentation de la norme ISO 27005 Risk Manager d'une manière générale, une historique qui nous permettra de savoir c'était comment la norme auparavant, c'était quoi, comment ça a été évolué avec le temps. On va voir une introduction générale sur la nouvelle version ISO 27005 2022. C'est quoi la cible? Quels sont les changements majeurs? Une petite analyse des écarts beaucoup plus profonde pour savoir qui a été changé, quels sont les changements plutôt entre l'ISO 27005 2018 et 2022. Et on va faire un petit lien entre l'ISO 27005 2022 et EBIOS Risk Manager. Par la suite, Monsieur Jean-Luc, il va nous parler de la nouvelle norme ISO 27002, les nouveautés et l'impact sur l'ISO 27001 et l'ISO 27701. Très bien. On passe à la présentation. D'une manière générale, vous savez très bien que le processus de la gestion de risque est présent non seulement dans notre vie personnelle au quotidien, mais aussi dans notre vie professionnelle. Donc, la gestion de risque, la norme ISO 27005 est au processus
et au cœur plutôt de la gestion de la cybersécurité. C'est un guide qui nous permet de gérer les risques en sécurité de l'information dans le temps. Donc, on dit que la norme est pragmatique, donc elle est réaliste plutôt, elle est pratique. Et bien sûr, il impose la prise de décision par la prise de responsabilité par les propriétaires des risques et la formalisation de ces risques. Donc, l'ancêtre de la norme ISO 27005, c'est la norme 13335. Comme vous remarquez très bien, le titre, c'était la technologie de l'information, ligne directrice pour la gestion de la sécurité IT. Donc, on ne parlait pas d'une manière franche de la gestion de risque jusqu'à l'année 2008. Donc, le titre a changé. Donc, on parlait plus sur la technologie de l'information, technique de sécurité, gestion des risques en sécurité de l'information. Donc, en 2008, en 2011 et en 2018, nous avons eu le même titre. Et comme vous le constatez très bien, en 2022, le titre a été changé. Donc, on parle plus sur la sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée. Je pense que vous avez remarqué ça aussi dans la norme ISO 27002 et ISO 27001. Donc, l'Organisation internationale de standardisation a mis l'accent, bien évidemment, sur la protection des données à caractère, plutôt la vie privée, oui, donc c'est les données à caractère personnel, étant donné que c'est un enjeu majeur. Donc, selon l'ISO, la nouvelle version de l'ISO 27005 vise à fournir des recommandations pour aider les organismes à satisfaire aux exigences de la norme ISO 27001. Bien évidemment, les diverses clauses informatives et normatives ont été soulignées. Donc, nous avons mis la lumière sur le système de management de sécurité de l'information et bien sûr pour réaliser des activités de gestion des risques liés à la sécurité de l'information. Voilà, donc comme vous allez le voir, dans tout le document de la nouvelle norme ISO 27005, nous avons fait référence ou nous avons fait le lien aux exigences de la norme ISO 27001. Ce n'était pas vraiment le cas avant dans l'ancienne norme, dans l'édition, la troisième édition, si j'ose dire. Donc là, l'ISO 27005-2022 fournit des directives sur la mise en œuvre des exigences relatives aux risques de sécurité de l'information spécifiées dans l'ISO 27001, les références essentielles dans les normes développées par l'ISO GTC1, ST27 pour étayer les activités liées à la gestion des risques et les actions qui traitent des risques liés à la sécurité de l'information et bien évidemment la mise en œuvre des lignes directrices pour la gestion des risques de la norme ISO 31000. Donc, si vous allez vous voir sur la norme ISO 27005, la nouvelle norme, il indique que l'ISO 31000 est référencé dans l'ISO 27001 en tant que modèle général. Comme vous le savez très bien, l'ISO 31000, c'est une norme pour la gestion de risques globalement, donc c'est une norme générique. Donc, pour qui sera plutôt intéressé ou à qui servira de la nouvelle version de la norme ISO 27005, c'est dans un premier temps, c'est les organismes qui visent la mise en place, l'implémentation d'un SMSI, d'un système de management de sécurité de l'information, ou bien la surveillance de ce SMSI, et aussi les personnes qui sont impliquées dans la gestion de risques, des risques managers ou bien des propriétaires des risques, ainsi de suite. Donc, pour les changements majeurs que nous avons constatés, et bien sûr, M. Jamal Fab, par la suite, va vous donner une vision de plus près des changements ou bien une analyse des écarts entre la nouvelle et l'ancienne version. Mais nous allons constater plutôt d'une manière générale que
toutes les recommandations ont été alignées avec l'ISO 27001 et sur l'ISO 31000. La terminologie a été alignée sur celle de l'ISO 31000. La structure des articles et paragraphes a été ajustée selon la mise en page de l'ISO 27001. Nous avons maintenant des nouveaux scénarios de risque, un nouveau contexte qui a contexte des annexes, parce qu'avant on avait des annexes de A, B, C, D, E, F. Maintenant, on a un seul annexe, l'annexe A. Donc, ça a été réorganisé au sein d'une seule annexe et vous allez voir ça par la suite avec beaucoup plus de détails. Donc, je laisse la main maintenant à M. Jamal Saad pour vous donner une vision de plus près. Et je vous remercie. Voilà, M. Jamal. Merci, Rizlan. Merci, Madame Rizlan, pour votre intervention. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le webinaire est enregistré pour les personnes qui souhaiteraient le revoir plus tard et il sera disponible sur nos réseaux sociaux. Monsieur Jamal Saad va prendre le relais pour évoquer les écarts et les liens avec EBIOS. Monsieur Saad. Merci beaucoup, Abir. Merci à vous tous. Donc, je reprends le relais sur la suite. Bien sûr, là, je ne peux pas être exhaustif. Si on va être exhaustif, il faut suivre une formation ISO 27005-2022 qui est proposée par pas mal d'organismes qui sont accrédités pour la certification, PECB, EXIN ou autres. Donc là, je vais aller à l'essentiel. Et ce qui me fera plaisir, et si vous voulez me faire des cadeaux, vous me posez les questions à la fin. Donc, vous posez les questions à la fin. Autant que possible, je peux vous répondre. Donc, lorsqu'on voit les deux normes, et bien sûr, la nouvelle version, elle vient juste de sortir, donc je n'ai pas encore un grand recul par rapport à la nouvelle version. Comme j'ai vu qu'elle était très proche avec la philosophie de la méthodologie EBIOS-RM, expression des besoins, identification des objectifs de sécurité et risk manager, on a pu voir des écarts entre l'ancienne version 2018 et la nouvelle version 2022. Déjà, comme elle l'a évoqué ma collègue, on regarde qu'on ajoute deux termes, cybersécurité, déjà la sécurité du numérique, puis la protection de la vie privée. Donc, ce sont deux enjeux majeurs dans notre société moderne. Donc, en regardant les chapitres, maintenant, si je dis chapitre, si je dis clause et si je dis article, c'est interchangeable. OK? Moi, d'habitude, je dis clause. Donc, si on regarde les clauses, on va se rendre compte, bien évidemment, comme je dis, donc il y a une différence entre le titre, on va se rendre compte que dans l'ancienne version, pour ceux qui ne connaissent pas l'ancienne version, ils peuvent toujours demander la formation sur la 27005-2018 que je délivre sur Udemy et ils peuvent avoir un accès. Donc, on avait 4 chapitres introductifs et 6 chapitres normatifs dans la version 2018. Dans la nouvelle version 2022, on a 5 chapitres introductifs et 5 chapitres normatifs. À vrai dire, il commence dans la clause 6, dans l'établissement du contexte dans la 27005-2018. Il passe à la clause 6. Et puis, on voit 2 autres clauses qui sont ajoutées et qui sont dédiées à la 27001, qui sont dédiés à la 27001. Je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce que je veux dire dédié à la 27001, qui sont la clause 9 et la clause 10. Donc, un des changements, c'est qu'on voit la 27005 a toujours été au service de la 27001. Nous avons implémenté la 27001 et nous savons que lorsqu'on va implémenter la 27001, il n'y a pas une exigence d'aller vers la 27005, mais pourquoi pas la 27005 et pourquoi pas une méthode d'analyse de risque reproductible, EBIOS-RM par exemple. Vous voyez? Donc, on le faisait, il le disait dans la 27005-2018, mais il n'était pas dédié à la 27001. Mon avis, maintenant, après lecture de la nouvelle version de la 2022, après on va voir avec notre ami Jean-Luc ce qu'il pense, je vois qu'il est dédié maintenant à la 27001. C'est une bonne chose, pourquoi pas pour ceux qui travaillent dans la 27001, mais bon, on peut analyser les risques dans le cadre d'une homologation, on peut analyser les risques dans le cadre d'une réglementation, RGPD, NIS 2. Donc, voilà, il y a le pour et le contre qu'il soit dédié à la 27001 dans les 2 dernières clauses, le 9 et le 10. Il y a un changement aussi lorsqu'il parle d'un scénario d'incident. Maintenant, il parle d'un scénario de risque. Bon. Scénario d'incident, c'est très détaillé et c'est très dédié.
Mais scénario de risque, ça reste assez générique. Donc, il parle plutôt maintenant d'un scénario de risque. Dans la version 2018, il parle d'un scénario d'incident. Comme dans la structure, comme je vous ai dit, il a intégré l'acceptation des risques. Lorsque je dis acceptation de risque de la clause 10 de la 2018, c'est l'acceptation des risques résiduels et l'acceptation du plan de traitement de risque. Il les a intégrés dans la clause 8, qui est le traitement. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement dans la philosophie? Non, mais il les a intégrés dans la 8. Par contre, il a ajouté deux clauses, la clause 9 et la clause 10, comme j'ai dit, je parlerai par la suite, qui sont dédiées à la 27001. Si on regarde le processus de haut niveau, que ce soit dans la 2018 ou dans la 2022, on voit qu'il y a un point d'attention qui est quoi? Qui est que dans la version 2018, on fait un cycle et il n'y a pas des échanges avec l'information documentée de la 27001. Et puis, il y a un point sur l'acceptation des risques résiduels. Eh bien, dans la nouvelle version, il n'y a pas ce point d'acceptation sur les risques résiduels dans la version 2022 et il y a un échange avec l'information documentée qui va être mise à jour régulièrement de la 27001. C'est-à-dire là, on voit plus d'itérations. Là-bas, on parlait de cycle. Et si vous regardez la norme, il parle de cycle là-bas. Là, on parle des itérations. Des itérations qui vont mettre à jour l'information documentée obligatoire dans la 27001. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement et ça fait plaisir parce que Jean-Luc et moi, nous travaillons sur la méthode EBIOS-RM avec le club EBIOS, avec l'ANSSI depuis très, très longtemps. Et nous avons, dans la nouvelle méthodologie EBIOS-RM, mis en considération les scénarios stratégiques et les scénarios opérationnels. Et bien là, on voit que la norme, entre guillemets, c'est aligné sur la méthode. Normalement, une méthode s'aligne à l'outil, la norme. Donc, ça fait plaisir parce qu'on n'a plus des inventaires par actif. On n'a plus des inventaires par actif. On a l'appréciation de risque se fait par des scénarios globaux. Donc, scénarios stratégiques, bien sûr, avec une temporalité, et scénarios opérationnels qui vont être basés sur l'actif ou sur la vulnérabilité de l'actif. Si on regarde de point de vue critères de base dans le contexte, dans l'établissement du contexte, il ne parle plus de critères d'impact. J'ai vu plutôt qu'il parle des conséquences. Donc, il regarde plus l'effet d'un scénario de risque. Sinon, les critères sont pratiquement les mêmes. La philosophie d'un scénario n'est pas la même. Dans l'établissement du contexte, il parle du choix de la méthode, chose qu'il ne faisait pas dans la version 2018. Dans la version 2018, il parlait de la méthode, je pense, dans la clause 8. Là, ici, dans l'établissement du contexte, il te dit, faites attention, choisissez la méthode appropriée. Et il insiste sur cohérence, validité et comparabilité, chose qui est extrêmement importante. Extrêmement important, cohérence, c'est-à-dire les appréciations des mêmes risques réalisés par des personnes différentes produisent des résultats identiques, similaires, comparables. La comparabilité, c'est que lorsqu'on va définir les critères d'appréciation de risque d'une manière, que les appréciations qui vont être effectuées par pour des risques, pour différents types de risques, ils vont produire des résultats comparables. Donc, on va éliminer au maximum cette subjectivité. Et puis, bien sûr, la validité, c'est que les appréciations vont produire des résultats aussi proches que possible de la réalité. Bien évidemment, vous savez autant que moi que dans la 27001, il y a plusieurs exigences sur la répétitivité des processus. La gestion de risque, donc l'appréciation de risque, donc là, il l'évoque dans la 27005-2022, dans les indicateurs, dans l'audit interne et dans la surveillance. Vous voyez? Donc, cette répétibilité, cette cohérence, cette validité, il en parle dès l'étude du contexte du choix de la méthode. Bien évidemment, EBIOS-RM, elle, correspond à ce choix d'une méthode cohérente, valide et comparable. Par rapport à l'identification des risques, la clause 8 de la version 2018 qui devient clause 7 dans la version 2022, on voit qu'il ne va pas dans l'inventaire. Si vous vous rappelez, dans la 27005-2018, il fait un inventaire des actifs, les menaces,
les menaces internes, externes, les vulnérabilités, les mesures existantes, jusqu'à aller sur les scénarios d'incident. Là, il ne fait pas ça. Là, il identifie sur des bases des événements, donc scénario stratégique, basé sur les actifs, scénario opérationnel, c'est-à-dire basé sur les vulnérabilités des actifs. Okay? Donc, on voit bien qu'il a aligné le travail sur sur EBIOS-RM, hein, il faut le dire, sur EBIOS-RM. Oui, il faut dire que les experts français ont bien travaillé. Oui, les experts français, dont Jean-Luc, notre collègue, qui a travaillé sur la méthode depuis très, très longtemps, eh ben, ils ont très bien travaillé. Vraiment, c'est un vecteur d'influence et c'est une fierté. Mais je n'ai pas joué sur la 27005. Hein. Je me suis mis un petit peu sur le côté. Je les ai laissés faire. Oui. J'ai bien vu ça. Ben, écoute, maintenant, tu n'as plus le temps comme avant. Voilà. Eh oui. Donc, par rapport toujours à l'appréciation de risque, on est dans la clause 8 dans la 2018, on est dans la clause 7 dans la 2022. Il a ajouté juste une méthode semi-quantitative. Vous savez, nous, les risk managers, on travaille sur du qualitatif. Hein. Les quantitatifs, c'est pour les directions, c'est mani-mani. Là, il a dit semi-quantitatif, c'est-à-dire que tu peux faire de la qualitatif avec des attributions, des attributions. Au lieu de dire élevé ou autre, par exemple, tu attribues une numérotation. Il a ajouté ça. Moi, toujours, je travaille qualitatif. Sur les évaluations, c'est-à-dire sur l'analyse en lui-même, il n'y a pas eu de changement. Hein. Bien sûr, évaluer les conséquences potentielles, évaluer la vraisemblance qui va déterminer le niveau de criticité de risque. Là, il n'y a pas eu vraiment de changement de fond. Okay? Par contre, comme je l'ai dit, il ne parle plus d'un impact, il parle des conséquences et il prend en considération source de risque objectif visé, que nous l'avons développé avec EBIOS-RM. Les scénarios stratégiques, que vous savez autant que moi que tous les scénarios stratégiques, c'est des approches basées par événements. Si on travaille sur EBIOS-RM, dans l'atelier 1, on parle des événements redoutés. Donc là, les scénarios stratégiques que nous allons dans l'atelier 3 de EBIOS-RM les développer et les évoque ici sans entrer dans les détails, mais nous savons que là, on peut avoir le niveau de gravité d'un risque, vous voyez, d'un scénario stratégique. Et puis les scénarios opérationnels, c'est là où il y a casse-tête. Et donc, c'est là où on va identifier pas identifier, on va apprécier la vraisemblance. Et bien sûr, comme vous le savez, la meilleure chose ici, c'est de faire travailler des équipes sur Mitre et des équipes qui ne se connaissent pas. C'est mon point de vue. Je le fais et ça fonctionne. Pour avoir, bien sûr, le niveau de risque. Pour l'évaluation de risque, il n'y a pas eu grand changement. Juste, il est en train de parler de la priorisation des risques. Donc, c'est ce qu'on faisait avant. Il a ajouté 7.4, 7.4.1, 7.4.2. C'est une priorisation, bien évidemment, comme on le faisait avant. Pour les options de traitement, il n'énumère plus les 4 options de traitement. Dans la 27005-2018, il dit, voilà, réduire, maintenir, refuser ou partager le risque. Eh bien, dans la nouvelle version, il parle sélectionner les options appropriées de traitement de risque. Et si vous regardez la norme, il parle à l'intérieur des 4 options de traitement. Donc, implicitement, les 4 options restent, mais il ne les note pas sur la norme d'une manière explicite. Eh bien, là, on voit une grande différence. Là, on voit il entre dans la déclaration d'applicabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il commence à parler sur la clause 9 et la clause 10 qui n'existaient pas, il faut dire une chose, qu'avant, dans la 2018, il y avait la clause 11 et 12. C'était la communication et les revues de risque. On ne les voit plus d'une manière explicite dans des clauses. Il les a intégrées dans la clause 10. C'est-à-dire, faites attention, l'acceptation des risques résiduels, il est maintenant dans la suite du traitement, donc dans la clause 8, dans la version 2022, il ne l'a pas éliminé bien sûr, mais il l'a mis dans la clause 8, et la communication ainsi que la surveillance, il les a mis dans la clause 10. Donc la clause 9 et 10, lorsque je les ai vues, j'étais agréablement surpris. Pourquoi? Parce qu'on voit ici comme un guide dédié, il va nous guider d'une manière dédiée comment
on met en place la phase d'où, c'est-à-dire la clause 8 de la 27001. J'étais très surpris, c'est pas mal du tout. Il parle même de la déclaration d'applicabilité. Dans la 8.5, il parle de la déclaration, préparer une déclaration d'applicabilité. La déclaration d'applicabilité, elle n'existe dans aucun système de management, à part la 27001. Donc voilà, on voit qu'il est de plus en plus dédié à la 27001. Comme je l'ai dit, l'acceptation des risques de la clause 10 n'existe plus. Il est intégré dans la clause 8 de la version 2022. La communication et la concertation n'existent plus avec la surveillance. Clause 11, clause 12, il les a intégrés dans la 10.3, communication et concertation, et 10.5, surveillance et revue. C'est la même chose, bien sûr, mais c'est des clauses à part. Et bien évidemment, pour les annexes, on a eu, bien sûr, un changement qui est très bien fait. On n'a plus les annexes de A jusqu'à G. On a un seul annexe avec plusieurs tableaux. Il me semble 14 ou 15 tableaux, j'ai oublié. Donc, l'annexe A, il va énumérer tout ce qu'il faisait avant dans les divers annexes, mais il va ajouter quelque chose de très intéressant, la A2.4 et la A2.6, approche basée sur les événements, et la A2.6, exemple des scénarios applicables dans les approches sur événements et approche sur actifs. Approche sur événements, approche sur actifs, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle scénario stratégique et scénario opérationnel. Il y a aussi l'écosystème. Là, l'écosystème, vous savez, c'est un des concepts phares de EBIOS RM. Le supply chain, on voit de plus en plus, d'ailleurs, si vous suivez les actualités, ça se passe souvent par une partie prenante de l'écosystème. Et les attaques en frontal ont baissé et ils ont peu de chances de réussir. Donc là, il parle aussi de l'écosystème et il le met en évidence. Donc, un nombre croissant de méthodes d'attaque utilisent les liens les plus vulnérables de cet écosystème pour atteindre leur cible. C'est dit noir sur blanc dans la norme et c'est ce qu'on fait depuis 2018 et on a réfléchi à ça même bien avant sur EBIOS RM. Donc là, il prend le premier lien, il ne va pas au deuxième lien, chose qu'on fait en première itération. Pour les menaces, si vous vous rappelez aussi dans l'annexe C de la 2018, il parlait des menaces, des types de menaces. Donc, des menaces et de leur type. Maintenant, non. Il ne parle pas seulement dans l'équivalent de l'annexe C, c'est la A7. Il parle des exemples, des sources de risques et de modes opératoires habituels. Et c'est pas mal. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Mais là, ça nous rappelle encore une fois la méthode EBIOS RM. Hein. Ça nous rappelle encore une fois la méthode EBIOS RM. Presque à l'identique. Donc, voilà le lien avec EBIOS RM, comme on a dit, double approche événement par événement ou par support, scénario stratégique, scénario opérationnel par rapport à des vulnérabilités des actifs métiers, scénario stratégique par rapport à l'écosystème. Vous voyez, donc chose qui n'a pas été le cas. L'écosystème, bien évidemment. Il y a, lorsque vous regardez, lorsqu'il va vous conseiller de la mise en place ou d'une réponse sur une partie d'un processus, il parle d'un critère de déclenchement, chose qui n'existait pas avant. On voit de plus en plus, il parle des suivis de risque. Si vous regardez le tableau A6, vous allez qu'il parle de plus en plus de suivi de risque. Et ça nous rappelle aussi le PAX dans l'atelier 5. Il parle de mise en évidence de l'exploitation de vulnérabilités dans le cadre de Bagé sur les actifs. Ça aussi, c'est EBIOS RM. Vous voyez? Donc, vraiment, là, j'étais très à l'aise en regardant cette nouvelle version parce que je fais partie des personnes qui travaillent sur EBIOS RM et avant, depuis très longtemps, sur EBIOS 2010. Voilà, là, pour résumer, on voit qu'il y a l'équivalence vraiment entre EBIOS RM et l'ISO 27005. Parties prenantes, les parties intéressées, les portées et références de sécurité, l'établissement du contexte, les scénarios stratégiques, approche par événement, scénario opérationnel, approche par vulnérabilité d'un actif support. Bien évidemment, quand je dis actif, c'est un actif support. L'événement redouté, bon, il parle des conséquences, il ne parle plus des impacts. Il a changé le mot impact par conséquence. Événements intermédiaires, les conséquences intermédiaires, événements intermédiaires dans l'écosystème. Atout commercial, actif principal et actif commercial. Actif de soutien, c'est la même chose. Origine du risque, c'est la même chose. Parfois, on dit source de menace. Niveau de menace, il parle de niveau de danger. Au niveau de menace, danger, d'habitude, on parle de danger lorsqu'il s'agit d'un
d'une menace sur la vie humaine, on parle du danger. Bon, nous, on parle de niveau de menace parce que EBIOS-RM, on parle sur la sécurité du numérique, c'est la gestion des risques numériques. Plan d'amélioration continue de sécurité, plan de traitement de risque, même philosophie dans le plan d'amélioration de continu de sécurité, on va ajouter les types des mesures sur lesquelles mon collègue il va parler, Jean-Luc, mesures de gouvernance, mesures de résilience, réactifs, etc. Les impacts, il parle des critères de conséquences dans l'établissement du contexte. Les besoins de sécurité, cibles de sécurité, pratiquement la même chose. Et gravité, c'est la même chose. Les critères de déclenchement, ce que je vous ai dit, c'est une nouveauté. Et surtout, les critères de déclenchement, souvent, j'ai vu qu'ils étaient liés à une mise à jour, par exemple, d'une documentation ou d'un processus ou d'une mesure dans le cadre de la 27000. Oui, et là, ça, c'est une sérieuse évolution parce que lors de la dernière révision, celle qui a donné la version de 2018, on a eu beaucoup d'opposition pour traiter ce problème des critères de déclenchement dans les triggers. Oui. Maintenant, l'idée est passée, mais c'est très bien. Voilà. Donc, globalement, mon impression à moi, c'est mon impression à moi pour aller à l'essentiel. ISO 27005, version 2022, il a fait un pas énorme vers l'avant. ISO 27005 2022, il s'est aligné, si j'ose dire, même si peut-être je n'ai pas le droit de le dire, mais c'est la réalité, hein, parce que EBIOS-RM vient en 2018, ISO 27005 en 2022. C'est aligné sur la philosophie de EBIOS-RM. Et si aussi j'ose dire, et c'est mon point de vue, c'est que maintenant ISO 27005, c'est à double tranchant, hein, il est dédié à la 27001. C'est mon point de vue, c'est ce que j'ai vu. Pourquoi pas, moi je suis très impliqué dans la 27001, ça va m'arranger, mais bon, il n'y a pas que la 27001. Je passe la main à notre cher ami, notre grand la expert, 27005 est maintenant Jean-Luc. À la fois disponible et utilisable pour celui qui fait de la gestion des risques de sécurité de l'information, comme ça, je vais dire, en dehors d'un système de management, et forcément pour appliquer la 27001, ce qui est une bonne chose. Oui, Jean-Luc, la 9 et la 10, c'est dédié 27001. La clause 9 et 10, si tu as vu, c'est dédié 27001. Tu vois? Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que nous sommes très impliqués dans la 27001, oui. Mais il y avait des combats, il y avait des disputes à l'époque de ne travailler que pour la mise en œuvre de la 27001 et d'autres pour ne travailler que de manière indépendante. On a mélangé les deux. Oui. C'est ce qu'il faut, évidemment. Bien évidemment. Je te laisse la main, cher ami. Allez, go, à toi. Voilà. Alors, même si je n'ai pas directement participé à la rédaction et aux discussions ni sur la nouvelle version de la 27002, ni de la 27001, ni de la 27701, qui est une activité du Working Group 5, du SC27, puisque moi je suis maintenant dans le groupe de travail numéro 4 sur sécurité Internet, sur l'ICT Readiness for Business Continuity et sur la gestion des incidents, qui est la deuxième norme du SC27, qui est unique dans tout le domaine ISO. Donc, il n'y a pas d'autre norme que la 27005 pour décrire le processus de gestion des risques en détail. Et il n'y a pas d'autre norme que la 27035 pour décrire de manière précise et détaillée le processus de gestion des incidents. Donc, le SC27 a de très sérieux avantages sur tout le reste du... Alors, 27002, pourquoi est-ce qu'on a dû le changer? Vous voyez bien que la dernière version date de 2022, donc elle est sortie il n'y a pas longtemps, ou elle devrait sortir je vais dire presque dans les minutes qui viennent, et l'ancienne version date de 2013. C'est un long temps de gestation entre les deux, mais c'est toujours un document avec la 27001 qui a causé énormément de discussions. Et le premier point de discussion, c'est justement celui sur la structure et sur la taxonomie. On n'a jamais eu de consensus facile. Et donc, l'ancienne version, elle était basée sur 15 chapitres. Et je veux dire que l'équilibre entre les mesures techniques et les mesures non techniques, tu n'as pas pris compte de ma dernière correction, mais ce n'est pas grave, était
plus ou moins correctes. Il y avait 114 mesures, c'est quand même déjà un bon score, mais il y avait dans certains chapitres des redondances, ce qu'on pouvait considérer comme des redondances ou des éléments qui étaient très, très, très similaires et pour lesquels on a eu beaucoup de difficultés à expliquer aux lecteurs de la 27002 pourquoi ces différentes mesures ou contrôles étaient présents. Il y avait un contenu différent. On a remarqué aussi que sur les 114 contrôles existants de l'ancienne version, plus de 95% étaient des contrôles de prévention. Donc, c'est pour éviter que le risque ne se produise. C'est naturellement un petit peu puisqu'en fait, on peut prévenir le risque, on peut le détecter et forcément, il faut corriger quand le risque se produit. C'est en fait l'aspect de la gestion des incidents. Et donc, ça a demandé un changement radical de contenu et de structure. Tu peux passer à l'image suivante. Alors, si je reste pour le moment encore un petit peu sur l'ancienne version, je voudrais passer un petit peu de temps sur le chapitre ou la clause 14 sur les relations, la sécurisation des relations avec les fournisseurs. Pour ceux d'entre vous qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans la mise en œuvre du RGPD ou des lois relatives à la protection de la vie privée, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait très peu d'éléments et d'études des risques et donc de mesures de sécurité mises dans les contrats, que ce soit avec le fournisseur ou avec les clients. Et j'ai dû moi-même me battre avec des gros machins, genre Siemens, pour obtenir que dans les contrats, il y ait un certain nombre d'éléments, entre autres, la liste des mesures de sécurité, même génériques, qu'ils mettaient en œuvre et la possibilité de faire des audits chez eux. Ce qui n'était pas directement prévu dans l'ancienne version de la 27002, mais qui est un petit peu imposé par la protection de la vie privée et dans la nouvelle version. Et donc, cette clause 14 a été extrêmement faible et c'est peut-être une série de mesures qui étaient très, très, très peu appliquées et qui créent toujours des problèmes. Suivant. Alors, la nouvelle structure crée en fait une révolution, une véritable révolution. On commence par 37 définitions. Donc, on a perdu l'habitude, et dans un sens, ce n'est pas une mauvaise chose, de réserver à la 27 000 le collactionnement de toutes les définitions qui sont présentes dans les autres standards, qui obligent à travailler avec deux normes, la norme de travail et puis la 27 000 pour avoir la définition. Même si la 27 000 est gratuite, c'est quand même pas toujours pratique. Et en fait, au lieu d'avoir 16 chapitres, il n'y en a plus que 4. Il y a 4 thèmes. Il y a un thème organisationnel, donc la sécurité organisationnelle, avec 37 mesures, la sécurité relative au personnel, qui fait 8 mesures, la sécurité physique, qui fait 14 mesures, et la sécurité technique, ou plus exactement informatique, qui fait 34 mesures. Donc, ça a été publié donc ce mois-ci, donc au mois de février, de mars. Donc, il n'y a plus que 93 mesures au lieu des 114. On utilise des étiquettes et des attributs. C'est quelque chose de totalement nouveau et je vais justement travailler dessus dans les images. Attends, pas si vite. Nous n'avons plus de mesures groupées. Dans l'ancienne version, il y avait toute une série de contrôles qui étaient groupés par catégorie et il y avait donc un objectif de contrôle commun
avec un but pour chacune des mesures. C'est terminé. Donc maintenant, chaque mesure, chacune des 93 mesures a son propre objectif. Il y a un certain nombre de nouvelles mesures, dont 11, et toute une série de mesures ont été mises à jour en fonction de l'état de l'art. Il y a 2 annexes à la 27002, l'une expliquant l'utilisation des attributs et des étiquettes, parce que forcément c'est un petit peu nécessaire, même si on est occupé de préparer une autre norme pour aller plus loin dans le sujet et de voir comment on peut développer et utiliser ses propres choix d'attributs et d'étiquettes. Et une annexe B qui fait la correspondance avec l'ancienne version de la 27P2, qui est une table croisée de l'évolution, ce qui permet de passer de l'un à l'autre plus facilement. Suivant. Bien, les attributs et les étiquettes servent à filtrer, trier et présenter les mesures. Elles ne sont pas obligatoires et rien ne vous empêche d'en utiliser d'autres. Si vous êtes proche de la 27001, on verra que vous pouvez utiliser n'importe quel référentiel pour des mesures de sécurité, n'importe lequel. Vous pouvez même en inventer, mais vous êtes obligé de vous référer à l'annexe A pour voir si vous n'avez rien oublié d'essentiel. C'est bien le rôle de la déclaration d'applicabilité. Et donc, l'annexe A donne un exemple d'usage. Suivant. Donc, le premier type d'attribut ou d'étiquette correspondant au type de contrôle, donc c'est ce qui agit sur la menace. Ce sont les contrôles préventifs, détectifs ou correctifs. Le deuxième type d'attribut, ce sont les propriétés de sécurité de l'information, les classiques confidentialité, intégrité et disponibilité. Toutes les mesures ne touchent pas tous ces critères, toutes ces propriétés. Ils ont ajouté de manière assez intéressante les 5 chapitres majeurs du Cyber Security Framework du NIST, qui nous permet, je veux dire, d'être un petit peu plus proche de l'ancienne version, sans être totalement dans le même niveau. Et ils ont ajouté un 5e groupe qui sont les domaines de sécurité se référant à la directive NIS européenne, la gouvernance et l'écosystème, la protection, la défense et la résilience. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que le cyber security, les cyber security concepts. Et donc, on va le voir parce que je donne un exemple que c'est utilisé de manière assez pratique. Donc, je te rends le contrôle si tu veux bien. Arrêtez le partage. Tu peux continuer, Jean-Luc, non? Oui. Ah oui. Continue, comme c'est toi qui fais le… Alors, je vais me mettre directement en mode présentation, alors. Alors, chaque mesure prend maintenant une nouvelle structure. Il y a un titre qui est le nom court de la mesure, la table des attributs et des étiquettes avec les valeurs qui leur sont attribuées, la description de la mesure, son but ou son objectif, qui est un petit peu explicité. C'est la même chose que les objectifs de contrôle avant. C'est les guidelines, donc les préconisations de mise en œuvre, et autre information, comme c'était le cas avant, le texte explicatif ou de la référence vers d'autres normes et d'autres documents. Ça, bon, c'est pas extrêmement complexe. Si on regarde un petit peu un exemple
au niveau des politiques de sécurité. Donc, le titre « Policies for Information Security », c'est le même. C'est une mesure préventive. Elle traite naturellement des 3 propriétés de sécurité. Elle correspond au concept Identify du cybersecurity. C'est de la gouvernance en capacité opérationnelle et c'est de la gouvernance et écosystème et résilience dans les security domains. Le contrôle, du moins son explication, est un petit peu plus longue qu'avant. Il y a le but qui correspond à l'objectif qui se trouve sous 5.1 dans l'ancienne version. Et puis, il y a la guidance, il y a les préconisations. Et donc, on rentre dans des informations qui sont parfois très, très proches de l'ancienne version, parfois ont été quand même sérieusement revisitées, mais c'est... évidemment, c'est un document qui date. Déjà, l'ancienne version de 2013 était une très sérieuse évolution par rapport à la première version, la 17799. Et en fait, le contenu était resté fort semblable très longtemps. Maintenant, il a fallu quand même sérieusement évoluer. Alors, un rapide saut sur le contenu, sur la table des matières, des mesures organisationnelles. Il y a 2 nouvelles mesures qui sont arrivées. C'est la Threat Intelligence et la sécurité de l'information lors de l'utilisation des services en nuage. C'est un élément qui sera repris par après dans la 37017 et la 37018 qui traitent spécifiquement de la gestion des risques dans le nuage. Au niveau des mesures organisationnelles, il y en a encore quelques-unes, et on rajoute l'ICT Readiness for Business Continuity, qui a son explicitation complète dans la 27031, qui est un document sur lequel je travaille et qui vient d'arriver à son niveau de 10. Donc, il va bientôt sortir aussi. Au niveau des mesures personnelles, vous voyez, il y a 8 mesures. Et il n'y a rien de neuf, il n'y a pas de nouvelles mesures. Il y en a certaines qui ont été un petit peu mises au jour, mais ça s'est arrêté là. Au titre des mesures physiques, il y a une nouvelle mesure qui est arrivée, c'est la surveillance de la sécurité physique. Il semblait que c'est un élément qui manquait, mais ça permet de faire de la détection, ce qui est un élément supplémentaire. Au niveau des mesures techniques, effectivement, il y a un gros paquet, mais on parle enfin de gestion de la configuration, qui est naturellement essentielle, aussi bien de la configuration des équipements IT que de la configuration des mesures de sécurité et des dispositifs de sécurité, des mesures concernant l'effacement des informations, le masquage des données, la prévention contre la fuite de données, les activités de surveillance et de monitoring et la ségrégation des réseaux. Bon, ça, 8.23 se retrouve naturellement au niveau de la sécurité des réseaux, totalement explicité dans la série de normes 27036. Non, pas 33, pardon. La 36, c'est justement la sécurité sur les relations avec les fournisseurs. Dans la 27033, il y a 6 ou 7 parties, donc il y a moyen de s'amuser au niveau de la gestion de la sécurité des réseaux. Ah, mon écran ne veut plus. Elle veut plus quoi? Voilà. C'est bon. Il y a le codage de sécurité, qui est un élément primordial dans la conception de programmes. Donc, vous voyez, c'est quand même un sérieux changement de philosophie qui ne va pas être facile à prendre en compte au niveau des utilisateurs.
Alors, forcément, ça va avoir des effets sur toute une série d'autres normes. Au niveau de la 27001, forcément, on change totalement le contenu de l'annexe A, et donc, on va devoir complètement revoir sa déclaration d'applicabilité. Comme j'ai eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec un collègue allemand, parce que j'ai beau être retraité, je reste quand même fort actif. En fait, beaucoup d'entreprises ont organisé à tout le moins une partie de leur documentation ISMS par rapport à l'annexe A. Et que donc il n'y a pas seulement que la déclaration d'applicabilité ou le statement of applicability qui doit être mis à jour, mais ils vont devoir revoir une bonne partie de leur documentation, du moins de la réorganiser. C'est pas monstrueux. Et donc, forcément, il y aura des délais de mise en conformité, au pire, à la prochaine recertification. Il y a d'autres corrections qui ont été mises dans la nouvelle version de la 27001 afin de l'adapter à autre chose, mais j'y reviens tout à l'heure. Il faut aussi savoir que la 27002 sert de base à toute une série d'autres normes. La 27010, qui s'occupe de communication, de la sécurité de la communication entre entités. La 27011, qui est l'application de la 27002 dans le domaine des télécoms. La 27017, qui est la 27002 dans le nuage. La 27018, qui est la 27002 et la protection de la vie privée dans le nuage. La 27799, qui est la version de la 27002 dans le milieu de la santé, dans le milieu médical. Et forcément, la 27004 et la 27008, que j'ai oublié de mettre, puisque la 27004, c'est la norme sur la mesure et la métrique de sécurité. Et comme il y a de nouveaux contrôles, il faudra un petit peu adapter les choses. Et la 27008, c'est celle qui permet de faire l'audit des contrôles de sécurité, comme la structure de la 27002 a changé, le nombre de contrôles, il faudra un petit peu revoir. Et donc, il y a un programme de révision et de mise à jour qui est préparé. On va travailler progressivement. Un autre document sur lequel ça va avoir un gros impact, c'est la 27701. Alors, j'y reviens tout à l'heure, c'est un document un petit peu particulier, puisqu'en fait, c'est une invention du Working Group 5, du SC27, Working Group 5 qui s'occupe de Identity Management, Access Management et Privacy. Donc, c'est eux qui sont déjà à la base de la 27018, et ils ont décidé, tout seuls, comme des grands, de revoir la 27001 et la 27002 et d'y ajouter pour l'une des exigences et pour l'autre des contrôles et d'un petit peu adapter les préconisations pour ajouter un certain nombre d'éléments de mise en œuvre de la protection de la vie privée et de données à caractère personnel. Donc, et donc, la nouvelle AX A de la 27001, j'ai une erreur dans le titre, c'est pas grave, elle est mise aussi à jour suivant la nouvelle structure de l'annexe à HLS, donc High Level Structure. Donc, vous devez savoir que tous les systèmes de management, que ce soit la 20 000, la 14 000 sur la... voilà, c'est laquelle, enfin, peu importe le nom, mais il y a pour le moment presque une quinzaine de systèmes, de normes de systèmes de management. Ils ont tous exactement la même structure. Exactement. Il n'y a qu'à certains endroits, le contenu de l'exigence qui est un petit peu différente,
mais la structure de document est le même et la 27001 est la seule qui contienne une annexe A avec une liste de contrôle. Ce qui veut dire que quand on va se mettre à réviser la 27001 pour lui donner une nouvelle jeunesse, parce qu'elle aussi, elle date de 2013, il va de nouveau y avoir des discussions particulièrement épiques entre 50% des experts qui ne veulent plus entendre parler de l'annexe A et 50% des experts qui veulent la conserver. Donc, ça va encore chauffer. Mais c'est ça qui rend ces réunions assez agréables, malgré tout. C'est dans le choc des différences que naît l'humanité. Il y a donc toujours 51 exigences, et que c'est par rapport à ces exigences qu'une certification du système de management est donnée, et non pas par rapport à la mise en application des contrôles de l'annexe A, comme j'ai déjà vu faire à plusieurs reprises. Donc, le processus de révision de la 27001 va démarrer. Donc, on en est à la Design Specification, qui est une nouvelle étape qui est préalable à la révision et qui permet aux experts de se battre avant de commencer et de se mettre d'accord non seulement sur une structure, sur un contenu et forcément ici sur le besoin ou non de conserver l'annexe A et de conserver l'utilisation qu'on en fait. L'ancienne version était déjà assez révolutionnaire, disons qu'on pouvait utiliser d'autres référentiels que l'annexe A. Et donc, certains utilisaient le COBIT, d'autres utilisaient d'autres référentiels, donc il y a moyen d'aller. Mais forcément, si on change la 27001, il faudra changer la 27003. Pour rappel, la 27003 est la norme qui explique comment on peut implémenter la 27001. Donc, elle explicite de manière claire ce que c'est que d'être conforme à chacune des 51 exigences de la 27001 et ce que l'on doit faire pour se mettre en conformité. Et forcément, c'est totalement différent de la 27002. Alors, il y a naturellement toute une série de normes de support autour de la 27001 et de la 27002. Donc, la 3, c'est le guide d'implémentation, la 27004 sur la métrique, la 27005, Jamal vient de vous en parler en long et en large. La 27009, les exigences au niveau qui sont spécifiques à certains secteurs, mais il est possible, donc celle-là, elle explique comment effectivement on peut adapter la 27001 et la 27002 pour se mettre en accord avec le secteur spécifique, entre autres au niveau de l'énergie, et la 27014 qui parle de gouvernance de la sécurité de l'information. Les termes généraux de gouvernance au niveau stratégique sont bien évalués, dirigés et surveillés. La 27014 a ajouté dès le départ la communication, parce que forcément, il faut que le comité de direction, même le conseil d'administration, c'est son rôle de faire de la gouvernance, ait l'occasion de communiquer aussi bien avec le monde extérieur qu'avec l'intérieur de l'entreprise, le comité de direction, mais aussi le comité de gestion du système de management, qu'il y ait une liaison pour transmettre les informations, les exigences et les questions et les réponses. Il faut savoir aussi que les normes du SC27 sont adoptées un petit peu partout, même à l'Union européenne, ce qui veut dire que les organismes de normalisation européenne, comme l'ETSI et le CNELEC, approuvent généralement sans aucune correction ou modification les normes ISO, mais développent des documents pratiques pour faciliter leur mise en œuvre. Donc, toute nouvelle norme que la SC27 publie, forcément, ça donne du travail aux autres. Alors, un petit peu sur la 27701,
Il a un beau nom, le PIM, ça me fait penser à de bons biscuits fourrés de chocolat. Couverts de chocolat, mais fourrés de confiture. C'est le Privacy Information Management System. Donc, c'est le BG5 qui a fait ça tout seul dans son coin. Mais il faut dire qu'il y a, depuis la sortie du RGPD en 2018, en 1918, une forte présence de l'Union européenne dans les discussions du WG5 au sujet de la protection de la vie privée. Et en fait, elle propose de nouvelles exigences 27001, je vais en présenter quelques-unes. Cette nouvelle mesure de sécurité a ajouté la 27002 et 32 mesures existantes de la 27002 ont été étendues et adaptées. Il faut dire que l'RGPD est un document qui a saisi tout le monde, à la fois par son contenu, par la qualité de son contenu, par sa structure, par l'objectif qui était recherché et la manière de l'atteindre. Ce qui veut dire que tous les pays sont en train, pour le moment, de soit écrire une loi qui est très très proche du RGPD, soit tout simplement de la copier. Même les Chinois, ça peut paraître un petit peu particulier, parce que la vie privée chez eux a une signification très différente de chez nous. Exemple de nouvelles exigences, eh bien, dans l'exigence 4.1 de la 27001, on parlait de comprendre l'organisation et son contexte. Eh bien, forcément, ça veut dire aussi qu'il faut comprendre la législation, les régulations, les exigences légales en rapport avec la protection de la vie privée. Même chose sur la compréhension des besoins et des attentes des parties prenantes ou des parties intéressées. Il faut considérer toutes les parties prenantes des données à caractère personnel, PII, y compris les data subjects, comme on dit dans le RGPD, donc les personnes concernées. Quand on parlera de terminer le scope, donc l'objet du système de management, il faudra y inclure les données à caractère personnel. Et forcément, on le voit très vraisemblablement dans la 27005, la grosse différence qu'il y a entre une gestion des risques ou une évaluation des risques d'une entreprise en matière de sécurité de l'information ou de cybersécurité, ce n'est pas du tout la même chose que l'évaluation des risques relatifs aux personnes concernées. Ce n'est pas la même cible. Donc, une entreprise gère ses risques, ce sont ses risques à elle, tandis que avec la nouvelle version de la 4.3 de la 27701, on se retrouve à gérer les risques des personnes extérieures à l'entreprise, à la rigueur de son personnel, mais des personnes extérieures à l'entreprise dont on gère d'une manière ou d'une autre les données personnelles. C'est une vision qui est très, très, très particulière et qui conduit au fameux PIA, le Privacy Impact Assessment, qui est obligatoire dans la mise en œuvre d'une politique de gestion des données à caractère personnel, surtout si ce sont des données concernant des personnes fragiles, des enfants ou des informations à caractère médical. Et forcément, l'exigence 4.4, je reste au niveau de la clause 4 de la 27001, la mise en œuvre, le choix et la mise en œuvre et l'évolution du système de management doit implémenter et améliorer de manière continue la protection des données personnelles. Donc, pour moi, forcément, ça n'a pas c'était pas nécessaire parce que les données à caractère personnel sont simplement une catégorie particulière de données et les personnes éventuellement impactées ou qui subiraient les conséquences
d'un événement, eh bien, ce n'est pas l'entreprise. Ce sont des personnes physiques, intérieures ou extérieures, que ce soit des fournisseurs ou des clients. Il y a des nouvelles exigences en matière de risk assessment, quand on dit inclure les données à caractère personnel. Il faut ajouter les risques par rapport aux personnes concernées, même chose au niveau du traitement de risque, donc il n'y a rien de... Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire par rapport à l'évolution de la 27002, 27001 et 27701. Donc la 27701 va devoir être revue aussi, mais ça, bon, on laisse au groupe de travail numéro 5 le plaisir de continuer à jouer avec si j'estime que c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc. Abir, je te passe la main. Oui, merci beaucoup, Monsieur Allard, pour le partage d'informations et d'expériences. Donc, on passe maintenant à répondre aux questions des participants. Donc, la première question, est-ce qu'il est possible de faire directement une formation sur la 27005 sans faire la 27001? Bien sûr que oui. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé, c'est de commencer par la 27005. C'est ce que je recommande à toute personne qui me pose la question. Commencez par la 27005. La 27005 ou l'analyse de risque numérique, c'est le socle de la 27001. Donc oui, il est fortement recommandé de commencer par la 27001. Pourquoi ne pas l'outiller par la suite avec une méthode d'analyse de risque? Pourquoi pas EBIOS RM? Merci. Quelqu'un demande si la version en français de la nouvelle ISO 27005 existe. Oui, la réponse est oui, elle est sortie, la nouvelle version, et vous pouvez l'acheter sur la boutique de l'AFNOR. Elle est à 200 € à peu près. Vous pouvez l'acheter à 200 € à peu près. D'accord, donc la question suivante, c'est une question-remarque. Donc, on a l'impression que l'ISO 27005-2022 ressemble de plus en plus à la méthode EBIOS RM. Oui, c'est un constat qu'on le voit. L'écosystème, il est là. L'approche par événement est là. L'approche par actif est là. Donc, scénario opérationnel et scénario stratégique. Le mode opératoire, il est là. Oui, la réponse est oui. Ça se rapproche de plus en plus de EBIOS RM. Oui, et cela veut dire aussi que le think tank, comme on a tendance à l'appeler chez nous en Belgique, puisque nous utilisons beaucoup de franglais, constitué par l'ANSSI et le club EBIOS, est d'une très très grande qualité. Ça a déjà été le cas dans le passé, dès la version 2, enfin, dès la version 2 d'EBIOS, donc pas la toute première, celle que moi j'ai connue avec son fondateur du SCSSI à l'époque, en 95-96, mais la version 2 avait déjà un certain nombre d'éléments qui ont été intégrés, à tout le moins dans les annexes de la 27005. L'avant-dernière version d'EBIOS avait aussi rajouté un certain nombre d'éléments, comme par exemple les biens essentiels et les biens supports, qui n'étaient pas des éléments qui étaient connus dans la 27005. Et donc, ça démontre que la réflexion qui est réalisée en France autour de l'ANSSI et du club EBIOS en matière de gestion des risques, de sécurité de l'information et des risques cyber, c'est à peu de choses près la même chose, et d'excellente qualité, et en plus que les experts qui manipulent EBIOS, qui font partie des discussions à l'ISO, sont très capables d'expliquer et de faire comprendre les nouvelles notions auxquelles on a pensé et avec lesquelles on a adapté EBIOS et qu'on a créé EBIOS Risk Manager, et de le faire accepter par la communauté internationale. Donc c'est une bonne chose, c'est un fameux diplôme, une fameuse décoration pour l'ANSSI et le club EBIOS. De ce cas, je crois qu'on peut être très, très, très fier de notre travail. Merci Jean-Luc, oui, je confirme.
Donc, la question suivante, dans la partie analyse de risque énoncée par M. Saad, qu'entend-on par semi-quantitative? Semi-quantitatif, c'est-à-dire c'est du qualitatif, mais avec des numéros à côté. C'est du qualitatif, des scénarios avec des numérotations par rapport à un niveau de gravité. Au lieu de dire élevé, par exemple, je peux dire 4, au lieu de dire moyen, je peux dire 3, chose que je n'utilise jamais. Hein. Mais Oui, mais on a, si je peux me permettre, Jamal, j'ai longtemps travaillé dans la 27005, puisque je même étais co-éditeur de la dernière version, la dernière révision qui a été annulée. La méthode quantitative est plus adaptée quand on peut travailler avec des événements qui se sont déjà produits. Et donc, on parle souvent alors soit de probabilité, et donc on met un pourcentage de probabilité de survenance, et on indique éventuellement des niveaux financiers de gravité des risques. Soit en argent, soit en nombre de jours ou d'heures perdues. La version qualitative, effectivement, elle cherche à dire, bon, c'est bas, c'est moyen, c'est élevé. Bon, on reste plus vague au niveau de la classification et des frontières qu'il y a entre les différents niveaux de risque. La semi-quantitative, ben, elle est un petit peu à cheval entre deux chaises. Et en fait, elle permet de donner des limites beaucoup plus claires et beaucoup plus précises aux notions qualitatives. C'est tout. C'est ça. Donc, la question suivante, est-ce qu'on peut utiliser l'ISO 27001, 27027, pardon, pour les systèmes SCADA? Est-ce qu'il y a des normes spécifiques? Donc, est-ce qu'on peut utiliser l'ISO 27001 et l'ISO 27005 pour les systèmes SCADA? Partout. Bien sûr, la 27001, on peut l'utiliser partout. Maintenant, pour les systèmes SCADA, il y a des normes spécifiques, la famille 64000, vous voyez, mais la 27001, bien sûr, pourquoi on ne peut pas ne pas l'utiliser? Bien sûr, on peut l'utiliser. Est-ce qu'on est forcé de faire les deux certifications, ISO 27005 et EBIOS, vu qu'il y a une similitude? Il n'y a aucune, on force personne à faire aucune certification. Il vaut mieux quand même faire les deux certifications si c'est à notre portée. Si c'est à notre portée, pourquoi pas? Une norme, ce n'est pas une méthode. Une méthode va répondre au comment mettre en place une analyse de risque. Une norme va dire le quoi et le pourquoi faire. Mais le comment, c'est une méthode. Même si la 27005 s'est rapprochée de EBIOS-RM, mais à la lecture de la norme, pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas un background et un recul, il ne va pas tout de suite faire le lien. Donc, si vous avez l'occasion de faire les deux certifs, faites-les. Si vous ne pouvez faire aucune certif, ne faites pas de certif. Il n'y a aucune exigence dans la certif. La 31 000 est une norme extrêmement générique. Elle développe sur au maximum une page ce que signifie l'appréciation des risques et sur une autre page ce que signifie le traitement du risque. C'est un peu court. La 27005, elle rentre carrément dans le détail et elle explique le processus de gestion des risques. Et en fait, que l'on l'utilise pour la cybersécurité, qu'on l'utilise pour la sécurité de l'information, et donc tout ce qui n'est pas, et donc aussi tout ce qui n'est pas informatisé ou numérique, il n'y a pas de problème, mais on peut l'utiliser dans tous les domaines. C'est jamais qu'un processus. Un processus, pour pouvoir être mis en œuvre, il a besoin d'un outil ou d'une méthode. C'est EBIOS Risk Manager. Et parmi toutes les méthodes de gestion des risques que je connaisse, EBIOS Risk Manager est le numéro 1. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin d'une certification 27005, mais c'est un document qui vaut sérieusement la peine non seulement d'être lu,
mais d'être compris. Et donc, si vous avez la possibilité de vous connecter à quelqu'un qui pratique cette norme et la connaît de A à Z, n'hésitez pas à lui poser des questions. Mais une certification, pour moi, n'est pas nécessaire. Par contre, pour utiliser la méthode, là, il est important d'être totalement guidé, sinon on risque de très très mal interpréter certains des éléments et on part droit dans le mur. Si je peux ajouter une petite remarque, c'est par rapport, par exemple, aux personnes qui sont impliquées dans l'implémentation, bien la surveillance d'un système de management de sécurité de l'information. Ça sera très utile de prouver, parce que, comme vous le savez très bien, dans un audit de surveillance ou de certification, on demande des preuves de compétences. C'est la raison pour laquelle il est très recommandé d'avoir des certifications, soit ISO 27001 ou bien ISO 27005, pour prouver ces compétences, comme quoi nous avons les compétences ou nous avons la maturité nécessaire pour mener un projet d'implémentation ou de surveillance du Oui, SNSP. oui, oui. Je peux tout à fait comprendre, mais personnellement, je n'ai jamais jugé nécessaire d'obtenir n'importe quelle certification sur les normes ISO parce que je suis à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et Écoutez, malheureusement, dans certaines entreprises belges, entre autres, ça ne suffit pas. Donc, certes. connaître la norme de l'intérieur parce qu'on l'a écrite, et donc on sait comment elle marche et pourquoi on a mis les choses là, c'est pas suffisant. Il préfère une certification de quelqu'un qui a suivi les 4 jours et demi de cours et puis un demi-jour d'examen. Lui, il est bien supérieur à vous qui avez écrit la norme. Donc, il y a parfois des versions un petit peu particulières. Oui. Est-ce qu'elle a évoqué Rizlan? C'est juste parce que Rizlan, elle est intervenue. D'ailleurs, elle a mis un retour d'expérience sur un projet d'analyse de risque chez un de nos clients, sur lequel cette analyse de risque était dans le cadre de certification ISO 27001. Ce qu'elle a dit, Rizlan, c'est que si demain, toi, tu es le risk manager dans l'entreprise, ou toi, tu es le RSSI, ou toi, tu es le lead implémenteur dans l'audit, ça sera très appréciable de démontrer que tu as les compétences nécessaires dans le domaine. C'est ça ce qu'elle veut dire et je suis totalement d'accord avec elle. Autre question? Donc la question suivante, peut-on dire que le RGPD a eu un impact significatif dans la proposition de cette nouvelle version? De quelle version? Tu réponds, Jean-Luc, ou je réponds? Mais en fait, le RGPD a eu un gigantesque impact dans le monde. C'est un véritable tsunami. Comme j'ai dit, donc tous les pays, du moins une très très grande majorité de pays, cherchent au moins à l'adapter à leur culture et à leur environnement. Ça a naturellement aussi eu des impacts sur les normes. Et donc, c'est naturellement une bonne chose, même si effectivement la terminologie est un petit peu différente entre les normes du Working Group 5 et celles du RGPD. Les concepts sont les mêmes et on pense vraiment à mettre tout ça en application et à inclure ces éléments dans les normes là où ça paraît nécessaire. Merci. Merci, Alors, Jean-Luc. la question suivante, est-ce qu'on peut considérer que la gestion des incidents ou des crises fait partie de la gestion des risques? Si oui, où peut-on la situer dans le processus de la gestion des risques? C'est pas la même Jean-Luc, je chose. te passe la main. Oui, oui, merci Jamal. Un incident, c'est un risque qui se produit, qui se réalise. Donc, la gestion des risques, elle prend naturellement en compte les incidents qui se sont produits entre aujourd'hui et la précédente évaluation des risques, parce que naturellement, ça doit rentrer en ligne de compte. Pour justement mieux affiner la mesure de la vraisemblance et la mesure de la gravité des conséquences. Par contre, on sait que le risque zéro
Jean-Luc, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Ok, je n'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin. Je ne sais pas si ça Ah vient oui, donc je ne sais pas, donc je vais voir. Hmm. Tu Donc, m'entends? oui, 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 je t'entends Oui, très ça bien. va. Donc, Hmm. l'incident, c'est un risque qui se produit. Et donc, on aura toujours une possibilité où une vulnérabilité que l'on ne connaissait pas est exploitée par une menace. Il y aura toujours des pannes et des événements fortuits qui se produisent. Il y aura toujours des maladresses de la part du personnel. Il y aura toujours des gens, je veux dire, méchants pour chercher à nous faire tomber. Et il y aura aussi toujours des cas où soit l'appréciation des risques, donc la liste des risques à couvrir, et donc la liste des mesures à prendre est incomplète, parce qu'on a oublié un élément dans l'analyse, soit parce que la mise en œuvre de la mesure ne s'est pas réalisée correctement. Et donc, il y a tellement de circonstances dans lesquelles une gestion des risques, même la meilleure du monde, va avoir ses faiblesses. C'est à ce moment-là que se produit l'incident. Et la gestion d'un incident, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. On voit très bien comment agissent les pompiers et les services de secours quand il y a un accident avec des blessés, donc les ambulances et les hôpitaux. Eh bien, il faut se calquer sur leur manière de réaction pour voir comment répondre aux incidents. Et forcément, dans chaque entreprise, il doit y avoir un responsable en ce qui concerne la protection contre l'incendie et la protection contre les accidents. Et donc, il faut à la fois une capacité interne pour penser au type d'incidents qui peuvent se produire et donc de prévoir la réaction qu'on va avoir s'ils se produisent, et non pas les empêcher, parce que ça, c'est la gestion des risques. Et à la fois la possibilité de faire appel à des entités externes pour nous aider quand ça dépasse nos propres compétences. C'est tout le rôle, c'est tout le rôle de la série de normes 27035. Merci beaucoup, Monsieur Allard. Donc, Oui. dernière question, il me semble. La formation ISO-IEC 27005 RM, en particulier celle de OGSBC, est-elle actualisée avec la révision de l'ISO 27005? Oui, la réponse que on est en version bêta parce que la 27005 vient juste de sortir. Donc, d'ici, elle est en version bêta. D'ici, je dirais, un mois maximum, elle sera mise en production. Elle sera actualisée avec la nouvelle version. Pas seulement la 27005. Ce sera la 27005, la 27001 LI et la 27001 LA. Une dernière question. Quand seront-elles disponibles les certifications des normes 27001 et 27005, la version 2022? Ça dépend avec quel organisme de certification. Avec, par exemple, le PECB avec lequel nous bossons, elles sont déjà disponibles. Hein. Elles sont mises à jour. J'en ai fait une il y a 2 semaines et elle est mise à jour avec la nouvelle version de la 27001, le nouveau annexe. Et elle est prévue pour les formateurs tout le long de l'année prochaine, chose que moi je l'ai passée déjà. Pour les formateurs, pour les certifications lead implementer et lead auditor, il faudra encore un petit peu attendre. Parce elle est que sortie, Jean-Luc. Jean-Luc, oui, elle est sortie. oui, mais au niveau de PECB. Oui, au niveau de PECB, elle est sortie, je l'ai fait. Oui, mais on m'a demandé de surseoir à mon départ définitif à la retraite, justement pour regarder à cette nouvelle version de la formation et de l'examen sur la nouvelle mouture de la 27000.
Oui, oui. Donc, elle est là. Avec le PECB, elle est là. Avec d'autres organismes, je ne sais pas. Donc, au niveau de PECB, elle est sans doute là, mais je vais devoir mettre mon grain de sel dedans. Bah, ça sera excellent. Écoute, elle n'est pas mal du tout, hein. J'en ai dispensé une. Elle est excellente. Bien sûr, on peut toujours améliorer. Je ne sais pas, je verrai. Voilà. Merci encore une fois, Monsieur Allard. Merci, Monsieur Saad. Concernant la présentation, on pourra la partager par la suite à la demande. Et pour les remarques ou les questions relatives au prix des formations, on pourra toujours vous envoyer nos catalogues par la suite. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence. Un grand merci à nos invités, Madame Rizlan, Monsieur Saad et Monsieur Allard. Je vous rappelle encore une fois que les codes d'accès gratuits à la formation que vous avez sélectionnés en remplissant le formulaire sera envoyé demain et je vous invite à l'activer au plus tard d'ici 3 jours avant qu'il n'expire. Merci encore une fois à nos invités et nos participants et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.